Attention mec, cette vidéo n'a pas pour but de t'inciter à te droguer. Tout ce que tu entendras ici est à but purement informatif. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de comment les champignons hallucinogènes ont changé ma vie. Premièrement, je suis devenu vegan. Deuxièmement, je suis devenu écolo. Et surtout, je suis devenu nudiste et j'ai décidé de copuler avec mon environnement. Je vais d'ailleurs continuer cette vidéo tout nu. Générique. Sais-tu exactement de quoi je parle? De la matrice. Ouais, vous avez bien entendu, j'ai testé les champignons hallucinogènes et non, je suis pas devenu un putain de hippie. Bref, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ça va donc être les champignons hallucinogènes. Et même s'il y aura une partie sur mon expérience et ce que j'ai ressenti en essayant, la chose sur laquelle j'ai vraiment envie de me pencher aujourd'hui, c'est plus ce que les recherches scientifiques ont prouvé quant aux effets thérapeutiques et augmenteurs de capacité cognitive de cette substance. Et on va aussi se pencher sur l'histoire et l'évolution de cette substance. Parce qu'il faut savoir qu'il y a de plus en plus de scientifiques et de chercheurs qui se penchent sur le sujet et on a aussi des personnes assez médiatisées comme Jordan Peterson par exemple qui en parlent. Donc comme d'habitude, on va d'abord aller voir d'où vient la popularité des champignons hallucinogènes et pour ça, rendez-vous à Amsterdam. Au XXIe siècle, Amsterdam c'est connu pour une chose, et oui, vous savez très bien de quoi je parle, la weed. Bah oui, parce que la weed est légale ou plutôt tolérée, donc c'est pas rare du tout que des jeunes ou même des moins jeunes fassent des virées pour se fumer des gros pétards entre potes dans les coffee shops, qui sont en gros des bars, mais à la place de vendre de la bière, on y vend de la weed. Mais on a aussi des smart shops où on peut trouver des champignons hallucinogènes, ou plutôt des truffes qui sont légales alors que c'est pas le cas des champignons. Mais c'est la seule différence. Bon, on a aussi le quartier rouge qui est la capitale européenne des putes, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc revenons-en aux champis. C'est donc la deuxième drogue récréative la plus populaire à Amsterdam et tout ce qu'on peut dire, c'est que ceux qui tentent l'expérience psychédélique sont sûrs de goûter aux hallucinations visuelles et aux fous rires entre potes pour absolument aucune raison. Mais bref, si c'est juste ça, pourquoi c'est illégal et mal vu? Ben la réalité est un peu plus compliquée que ça. Parce que oui, comme toutes les drogues, les champignons hallucinogènes ont un gros passif. Bref, on a deux gros problèmes quand il s'agit de parler de légalisation ou d'utilisation thérapeutique. Premièrement, c'est une drogue et les drogues en général sont très mal vues dans la société, à part l'alcool et le tabac, pour aucune raison valable en fait. Parce que la drogue c'est mauvais, voyez, c'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Et deuxièmement, les psychédéliques sont considérés comme dangereux par la masse et par les gens qui nous dirigent. Donc forcément, les lois vont dans ce sens-là et interdisent le produit. Mais bien sûr, comme pour tout, il y a des raisons à ça. L'opinion publique, elle est toujours basée sur quelque chose, et donc maintenant, on va voir pourquoi c'est si mal vu. And we've never talked about the dominant model for controlling drugs in our society, which is drug prohibition, which has failed us all so badly. Alors déjà, il faut savoir que ça n'a pas toujours été mal vu, puisque ça existe depuis des milliers d'années. Mais ça a été découvert réellement par R. Gordon Wasson en 1955. C'était un banquier de Manhattan qui était aussi mycologue amateur et pendant un voyage au Mexique, il est tombé sur ces fameux champignons qui provoquent d'étranges visions. C'est le titre de l'article qu'il a écrit 2 ans plus tard sur le sujet. Mais c'est pas le premier psychédélique à être découvert puisqu'il faut savoir que cette découverte, elle arrive 12 ans après que Albert Hofmann ait créé par accident le LSD. Et donc la boucle elle est bouclée puisque maintenant on a les deux principaux psychédéliques qui sont à la disposition de l'homme. Avant de continuer, je veux préciser une chose, le principal ingrédient psychoactif des champignons hallucinogènes, c'est la psilocybine et c'est pas le seul, mais c'est le seul dont on parlera aujourd'hui pour éviter de compliquer les choses. Mais bref, après cette découverte, il a fallu encore quelques années pour que l'homme se rende compte de l'ampleur de la découverte qui venait d'être faite. Mais une fois que l'homme s'en est rendu compte, ça a fait l'effet d'une bombe. Parce que le LSD, il est en grande partie responsable de la révolution que la neurologie a connue dans les années 50. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, le LSD et les champignons hallucinogènes, dans le milieu de la psychiatrie, ils sont considérés par beaucoup comme des médicaments miracles. Mais, dans les années 60, ces substances ont été fortement liées à un courant de contre-culture qui a explosé à ce moment-là, et c'est les hippies. Et le courant hippie, il est très connu, je pense qu'on le connaît tous. Il y en a peut-être d'entre vous qui ne le connaissent pas, mais il y a peu de chance. C'est un mouvement qui a marqué au fer rouge la société des années 60 et qui comptait dans ses rangs beaucoup de rockstars comme par exemple les Beatles, les Rolling Stones, Jimi Hendrix ou encore Nirvana. Et ils étaient très portés sur les drogues, notamment les psychédéliques. Les jeunes avaient carrément un rite de passage qui était le trip sous acide. Donc le trip sous acide, c'est le trip sous LSD. Et ça leur permettait en gros d'avoir accès à tout un univers inconnu de leurs parents. Mais malheureusement, on le sait tous, qui dit plus utilisé dit aussi plus de problèmes. Et ça n'a pas manqué. Dès la fin des années 60, le côté obscur des psychédéliques devient fortement médiatisé. Bad trip, crise psychotique, hallucination ou encore suicide, c'est à peu près toutes les choses qu'on associe aux psychédéliques
donc ça fait quand même un peu beaucoup. Et donc dès 65, la liberté festive qu'il y avait autour de ces drogues cède sa place à la panique. Les élites culturelles et scientifiques qui avaient rapidement adopté les substances s'en détournent tout aussi vite, et c'est la fin de l'ascension des psychédéliques qui deviennent illégaux dans la plupart des pays du monde dès la fin des années 60. Alors pour l'instant, je suis complètement d'accord avec vous, tout ça fait limite peur, mais bien sûr c'est loin d'être fini, et avant de passer à l'acte 2, on va passer à la partie expérimentation où je vais raconter mon expérience avec la substance. Première étape, on se procure le produit. Pour se procurer le produit, c'est très simple. Je ne donnerai pas de lien, mais c'est disponible en vente libre sur des sites hollandais et c'est livrable en France. Enfin, les truffes et les spores de champignons qui servent donc à cultiver les champignons. Pour ma part, je prends des truffes parce que j'ai la flemme de cultiver et que j'ai pas envie de me faire chier à cultiver. Pour la deuxième étape, on passe à la préparation. Pour la préparation, j'ai cherché sur internet les recommandations qu'on peut trouver un peu partout, comme par exemple ne pas manger avant la prise. Bon, je vous préviens, la recommandation de ne pas manger avant la prise, c'est la seule recommandation que j'ai suivi, j'en ai suivi aucune autre. Et je l'ai pris avec des potes, donc on a décidé de quand et où on allait le faire. On l'a fait un samedi après-midi en extérieur et il y avait d'autres personnes présentes. Et enfin, on passe à la troisième étape, le trip. Du coup, il est temps de consommer les truffes et la première chose qu'on remarque, c'est que c'est vraiment dégueulasse et ça reste sur le bide pendant au moins une demi-heure. Mais bref, au bout de 1 heure à 1 heure et demie, on commence à ressentir les effets et je vais vous détailler les effets que moi j'ai ressentis. Le premier effet qui apparaît, c'est les fous rires. Au bout d'1 heure, je pouvais croiser le regard de n'importe lequel de mes potes et ça me faisait éclater de rire pour aucune raison. Ensuite, on a les hallucinations entre guillemets visuelles parce que j'ai pas réellement eu d'hallucinations, mais les couleurs étaient hyper saturées et tout ce que tu vois autour de toi est beaucoup plus vivant. C'est bizarre à dire, mais c'est plus vivant. On a aussi un sentiment de plénitude pendant tout le trip. On a l'impression en fait qu'on a tout ce qu'il faut pour être heureux et qu'il nous manque rien. Et on est juste heureux en fait pour aucune raison particulière. On est aussi à 100% dans le moment présent. Ça sonne très hippie ce que je dis là, mais en fait ce que je veux dire c'est que par exemple quand j'étais assis à une table avec 2-3 personnes, je faisais attention que à ces 2-3 personnes. J'avais carrément oublié que toutes les personnes qui n'étaient pas à cette table étaient là. Après on a aussi notre créativité qui a accru et aussi l'instinct. Ce que je veux dire par là c'est que par exemple quand je parlais, je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de blagues à la base, mais sous Champi en fait j'avais vraiment les blagues qui sortaient toutes seules. J'avais des blagues qui sortaient toutes seules tout le temps, des punchs qui sortaient toutes seules. Et pour ce qui est de l'instinct, ce que je veux dire c'est que par exemple on ressent en fait l'énergie des gens dans le sens où par exemple si quelqu'un est mal, tu vas ressentir qu'il est mal. Ou par exemple quand quelqu'un dit quelque chose de gênant, tu ressens le malaise, mais genre tu ressens le malaise x 100. T'es vraiment oppressé, c'est insupportable. Bref, une fois qu'on est plus oppressé, le prochain effet c'est la notion du temps qui est complètement distordue. Tu n'as plus de notion du temps. Tu as 20 minutes qui peuvent passer hyper vite. Tu auras l'impression que ça fait 20 secondes et après tu as 1 heure qui peuvent passer comme si ça fait 2 jours que tu es là. Et les deux autres effets à noter, déjà c'est qu'on ne fait qu'un avec notre environnement. C'est très bizarre à dire mais en fait on est vraiment en osmose avec la nature. C'est chelou mais c'est comme ça. Et le dernier c'est qu'on se sent lourd. Genre tu te sens vraiment lourd, tu as l'impression que tu as toujours envie de t'asseoir ou tu as l'impression que tu es lourd et que tu as envie de dormir. Mais en même temps, tu n'as pas envie de dormir, tu n'es pas fatigué. Et le tout dure environ 4 à 5 heures. Le lendemain, on est un peu fatigué parce que le cerveau a beaucoup travaillé, mais c'est pas grand chose. Et le sentiment de plénitude, il reste quelques jours, voire même chez certaines personnes, ça peut provoquer des effets sur le long terme, des effets positifs. C'est une expérience assez intéressante et si vous voulez des vidéos plus détaillées sur le sujet, donc sur les effets ressentis, je vous invite à aller voir la chaîne de Psychosmos qui fait des trip reports très intéressants sur sa chaîne YouTube. Bref, maintenant revenons-en au côté scientifique et au bon côté qui pourrait faire de cette drogue un remède miracle. And raise your hand if you've had a psychedelic experience. Wow. En 1990, certains chercheurs convaincus des bienfaits des psychédéliques et souvent adeptes de ceux-ci ont décidé de reprendre discrètement des recherches sur le sujet, tout simplement parce qu'ils étaient convaincus que l'humanité avait tourné le dos à une découverte qui méritait sa chance. Donc à partir de là, on a toute cette nouvelle génération de scientifiques qui a envie de prouver tout un tas de choses par rapport aux psychédéliques, comme par exemple son efficacité pour traiter des choses comme la dépression, l'anxiété, les addictions ou encore les traumatismes. Et en plus de ça, il semblerait que ça puisse apaiser les patients en fin de vie. Mais attendez, parce que c'est pas tout, on a encore beaucoup d'autres choses. En dehors du côté thérapeutique, on a aussi certains chercheurs qui ont associé les psychédéliques à de nouvelles techniques d'imagerie mentale pour pouvoir explorer le lien entre le cerveau et l'esprit dans l'espoir d'élucider certains mystères de la conscience. Parce qu'il faut savoir qu'on a très peu d'infos sur la conscience humaine, on ne sait pas comment fonctionne la conscience humaine. Et ces psychédéliques peuvent nous permettre de découvrir de nouvelles choses. On assiste donc à une véritable renaissance des psychédéliques dans la recherche, mais la vraie question c'est maintenant, en 2020, 30 ans plus tard,
Qu'est-ce que ça a donné ces recherches? The results were life-changing for many of those participants and turned out to be career-changing for me because psilocybin has become one principal focus of my research program. Et ça a été testé clandestinement sur des patients. Clandestinement parce que du coup c'est une drogue de classe 1, donc il ne peut pas y avoir de test à grande échelle. Mais ça a été testé soit dans le cadre de recherches scientifiques indépendantes, soit par des personnes en automédication. Et ça a prouvé beaucoup de choses. Pour ce qui est de la dépression, ça a été testé sur 20 personnes qui sont résistantes aux traitements classiques contre la dépression. Ça a été testé dans un cadre thérapeutique et on a noté une réduction massive des symptômes. Pour 6 d'entre eux, 6 mois plus tard, il n'y avait toujours pas de retour de la dépression. Il y en a 3 chez qui ça n'a pas été efficace, mais surtout il y en a 11 chez qui la dépression a complètement disparu pendant 2 mois et ensuite les symptômes ont commencé à réapparaître petit à petit. Ça peut paraître décevant, mais il faut comparer ça au traitement qu'on a actuellement et quand on le compare justement aux antidépresseurs qu'on a, c'est pas du tout décevant, au contraire, c'est très encourageant. Parce que dans le cas des antidépresseurs, il faut en prendre tous les jours, ça met plusieurs semaines avant d'agir. Il y a des effets secondaires très contraignants et en plus, ça cache juste les symptômes mais ça ne soigne pas la dépression. Alors que dans le cas de la psilocybine, une seule et unique prise permet plusieurs mois de tranquillité. En plus de ça, on n'a pas d'effets secondaires et en plus, il semblerait que justement ça soigne la dépression, les causes de la dépression et non pas juste les symptômes. Ensuite, pour les addictions, il y a eu une étude menée sur 15 fumeurs réguliers qui ont essayé d'arrêter plusieurs fois mais qui n'ont pas réussi. Dans cette étude, on fait suivre aux patients une thérapie classique mais on y ajoute 1 à 3 prises de champignons hallucinogènes avec la première le jour de l'arrêt. Et 6 mois plus tard, les résultats ils sont impressionnants puisque 80% des patients n'avaient pas recommencé à fumer et il faut savoir que les traitements classiques qu'on a contre les addictions au tabac par exemple, le taux de réussite il est plutôt entre 15 et 30% en général. Dans les 2 cas dont on vient de parler, les patients ils étaient allongés sur un canapé avec les yeux couverts, donc avec un masque sur les yeux et de la musique dans les oreilles pour leur permettre une introspection sans être distrait. Donc on parle quand même d'une expérience encadrée puisqu'il y a un thérapeute qui était là avec eux pour les accompagner en cas de besoin. Pour l'anxiété et les patients en fin de vie, on a beaucoup moins d'études mais il semblerait que ça puisse permettre un changement de perception tellement radical que les patients n'ont carrément plus peur de la mort. Pour ce qui est des patients de cancer incurable, ils ont carrément plus peur de la mort et pour les gens qui ont de l'anxiété, ce changement de perception leur permet de ne plus avoir d'anxiété parce qu'en fait leur vision du monde, leur perception, comment ils perçoivent les choses, ça a changé et du coup ils ont plus cette anxiété permanente. Et il y a un truc qu'on n'a pas précisé, c'est que les champignons hallucinogènes, ils sont très peu toxiques et en plus ils sont très peu addictifs puisque c'est quasiment impossible de développer une dépendance aux champignons hallucinogènes. En plus, il n'y a pas de dose létale et en plus si vous commencez vraiment à justement développer une dépendance, ça ne sera pas très efficace parce qu'en fait il y a une tolérance tellement haute que si vous prenez des champignons hallucinogènes 5 jours de suite, le 5e jour, vous ne ressentez plus du tout l'effet. Et tout ça, on peut l'expliquer parce que les effets sur le cerveau ont justement été analysés avec des systèmes d'imagerie mentale. Et ça nous a permis de remarquer une multiplication des connexions neuronales et en plus une activation plus importante des zones liées à la mémoire et aux émotions. C'est un état assez proche de l'état de rêve. On peut comparer facilement l'état du cerveau quand on est sous champi et l'état du cerveau pendant qu'on rêve la nuit. Et ce qui est caractéristique de cet état, c'est que les différentes zones du cerveau vont communiquer entre elles alors que normalement, c'est pas le cas. Normalement, par exemple, la zone de l'émotion, elle va communiquer uniquement avec la zone de l'émotion et pas avec les autres zones du cerveau. Et là, en fait, elles communiquent toutes entre elles. Et ça peut même affecter positivement la personnalité de quelqu'un sur le long terme puisqu'on a fait des tests et on a remarqué que jusqu'à 1 an après avoir pris une dose élevée, certaines personnes avaient des effets positifs sur leur humeur. Mais après, le problème, c'est qu'on ne peut pas encore expliquer tous les effets des psychédéliques. C'est quelque chose que Michael Pollan explique dans son livre Voyage aux confins de l'esprit, qui est un très bon livre que je suis en train de lire. Je ne l'ai pas encore fini, donc je ne l'ai pas beaucoup évoqué dans cette vidéo. Mais c'est un livre très intéressant dans lequel, en gros, il nous explique que les psychédéliques permettent d'avoir accès à une zone de l'inconscient à laquelle on n'est pas censé avoir accès en fait. Et du coup, il y a une composante très spirituelle aux tripes sous LSD ou sous champignons hallucinogènes qu'on ne peut pas encore expliquer parce que le spirituel c'est quelque chose qu'on a du mal à expliquer et même la science a beaucoup de mal à expliquer ça. Donc c'est assez compliqué de savoir réellement ce qu'il en est pour ces effets-là. D'ailleurs, pour aller un peu plus loin dans ce côté spirituel, dans tous les patients qui ont testé la psilocybine, on les a interrogés et pour la plupart d'entre eux, ils ont avoué que le trip sous champignons hallucinogènes est l'une des 5 expériences les plus marquantes personnellement de leur vie. Et dans certains cas, c'est même la plus marquante. Et quand je dis la plus marquante, c'est en gros, c'est l'expérience qui a le plus changé leur vie. Et dans ces sondages, on inclut aussi la mort d'un proche ou la naissance d'un enfant. Donc c'est quand même assez énorme de se dire que certaines personnes trouvent leur trip sous champignons hallucinogènes plus important pour eux personnellement
que la mort d'un proche. C'est quand même très particulier et c'est justement la composante spirituelle qu'on ne peut pas expliquer et qui donne justement cet effet-là à ces personnes. Et vu toutes ces découvertes, vous imaginez bien que cette substance a gagné en popularité dans d'autres milieux. Il y a par exemple une pratique répandue dans la Silicon Valley qui est le microdosage. Il s'agit de prendre des microdoses soit de champignons hallucinogènes, de LSD ou même de weed, en suivant un protocole précis, et ça permettrait d'améliorer les capacités cognitives, d'améliorer la créativité, d'améliorer l'humeur ou tout un tas d'autres choses. Mais j'ai décidé de ne pas m'attarder sur ce sujet-là dans la vidéo d'aujourd'hui. Peut-être que ça sera le sujet d'une prochaine vidéo, soit si ça intéresse ou alors si je teste moi-même. Dans ce cas-là, je ferai une vidéo dessus. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Bref, avec tout ce qu'on a évoqué, de plus en plus de scientifiques s'intéressent aux recherches sur les psychédéliques. On a beaucoup de grands noms, on a beaucoup de grands noms comme par exemple Michael Pollan. On a aussi Jordan Peterson qui s'y intéresse pas mal, même si c'est pas un scientifique. On a aussi Roland Griffith. Et on a aussi plein d'autres personnes. On a beaucoup de personnes qui s'intéressent au sujet des psychédéliques. Mais aussi des gens normaux qui militent pour que justement les psychédéliques puissent être légalisés, soit pour ce qui est médical ou alors pour ce qui est spirituel, et que les recherches puissent accélérer. On compte aussi un nombre grandissant de conférences TEDx ou alors de conférences TEDMed sur le sujet, et même des documentaires aussi qui parlent justement de cette thématique. On a par exemple une série dont je me rappelle plus du nom, je la mettrai quelque part en bas, sur Netflix, qui a fait un épisode justement sur les champignons hallucinogènes. Et ce mouvement il prend de l'ampleur puisqu'il compte déjà 2 victoires significatives, car l'État de Auckland et l'État de Denver aux États-Unis ont décriminalisé la possession et l'utilisation de champignons hallucinogènes, même si la vente de psychédéliques demeure illégale, la vente de champignons hallucinogènes demeure illégale. Et côté européen, on a aussi la start-up allemande Atai Life Science qui est chaperonnée par Peter Thiel et qui s'intéresse à l'intelligence artificielle et aux maladies mentales, qui a récemment levé 25 millions de dollars de fonds. Donc on parle pas de 100 000 euros ou de 200 000 euros, on parle vraiment de 25 millions de dollars de fonds qu'ils ont levés pour approfondir les recherches sur les psychédéliques et plus précisément sur les champignons hallucinogènes, et aussi faire les premiers tests cliniques en Europe et en Amérique du Nord. Pour conclure, je pense qu'on a tous compris que les champis allaient sûrement suivre le même chemin que la weed, en tout cas pour ce qui est de l'utilisation thérapeutique. Et même s'il n'y a pas que du positif et que le danger il reste possible, il semblerait quand même que ce soit bien moins nocif que l'alcool ou le tabac. Et en plus, on a remarqué aussi que quand c'est encadré, le risque il est vraiment très proche de zéro. Personnellement, après avoir essayé, j'ai trouvé l'expérience vachement intéressante, même si j'ai pris des doses bien inférieures à ce dont on a pu parler dans cette vidéo. Et je sais pas si je réessayerai un jour, mais il y a des chances que oui, soit pour un deuxième trip pour approfondir justement ces effets psychédéliques, ou alors en microdosage pour tenter justement l'expérience et voir les effets augmenteurs de capacité cognitive que ça peut apporter. Parce que les effets sur la performance m'ont l'air assez intéressants et j'aimerais bien essayer un jour. Et les recherches que j'ai fait pour cette vidéo m'ont permis de voir tout ce que ça peut apporter. Malgré tout, je sais pas si je serai pour la légalisation totale de la substance, mais je suis clairement pour que ça puisse être au moins légalisé dans le cadre des recherches et que les recherches puissent accélérer. J'aimerais aussi beaucoup savoir ce que vous en pensez, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà essayé, si vous êtes pour la légalisation, que ce soit d'un point de vue thérapeutique ou même récréative, parce que ça m'intéresse de savoir justement ce que vous en pensez et votre avis sur le sujet. Bref, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.